Bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà plus d'une centaine connectés, donc c'est bien, tout le monde est ultra ponctuel. Donc je suis Juliette, je vais animer ce webinaire, je fais partie de l'équipe de Shine et je suis aujourd'hui accompagnée de deux freelances qui vont vous parler de la diversification des sources de revenus, donc Lise et Shubham. On va attendre quelques minutes que la plupart des gens se connectent. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits, donc on est ravis que le sujet vous intéresse. Potentiellement, ah oui, beaucoup de messages. Potentiellement, vous avez déjà assisté au webinaire d'il y a 2 semaines, qui était aussi dédié aux freelances sur la relation client. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont réinscrits pour cet épisode-ci. C'est chouette. Pour ceux qui se sont jamais connectés sur Livestorm, est-ce que vous pouvez me dire déjà si vous m'entendez bien? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de souci. Super. Pour ceux qui ne sont jamais connectés sur Livestorm, donc là, vous êtes dans l'onglet chat. Essayez au maximum, si vous avez des questions en rapport vraiment avec le sujet à poser à nos intervenants, d'utiliser l'onglet questions. Ça nous permettra de vraiment mieux trier, parce que le chat, il y a beaucoup de messages et ça peut être un peu difficile de faire le tri. Je suis accompagnée de Brian, de l'équipe de Shine aussi, qui va pouvoir répondre à quelques questions dans le chat et me trier certaines questions pour y répondre. Alors, là, on a mis une page de présentation, mais c'est vraiment pour vous dire que vous êtes au bon endroit. L'idée, ce ne sera pas du tout de faire une présentation en 3 parties scolaires, c'est vraiment une table ronde. L'idée, c'est vraiment de vous guider dans cette problématique-là et d'en discuter avec Lise et Shubham. Et ensuite, on aura du temps pour répondre à vos questions sur le sujet. Voilà, je pense qu'on va pouvoir bientôt commencer. Donc, on va parler, du coup, je disais, de la diversification des sources de revenus. On a vu, avec le contexte actuel, que la... Ah, je vais peut-être... Est-ce que je peux enlever mes notifications ici? Voilà. On a vu avec la crise actuelle qu'en fait, certains freelances étaient particulièrement touchés par l'annulation de leur mission, par une prospection qui était plus difficile, et que ceux qui s'en sortaient le mieux, finalement, c'était ceux qui avaient des activités complémentaires pour diversifier leurs revenus. Donc, beaucoup de freelances se sont posé la question de comment est-ce que je peux monétiser une communauté que j'ai déjà créée, comment est-ce que je peux monétiser du contenu, j'ai envie de me lancer dans une formation. Donc, on va parler de tous ces sujets aujourd'hui. On part un peu du principe que vous êtes dans cette démarche, mais au tout début de cette démarche. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous montrer l'éventail des possibilités qui s'offrent à vous, selon vos envies, vos compétences, le temps que vous avez envie d'y passer, et surtout de penser aux bonnes questions qu'il faut se poser en amont. On voit beaucoup de personnes, et notamment parmi les freelances, qui lancent des projets de formation et en fait, il y en a énormément en ce moment. Donc, il y a vraiment des questions à se poser en amont pour réfléchir un petit peu. C'est pas parce que je suis designer que je vais lancer une formation pour les dezsiners et que ça va nécessairement fonctionner. Donc, on va évoquer tous ces sujets pendant 1 heure. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Et puis, n'hésitez pas à nous dire, suite au webinaire, si ça vous a plu. Pour ceux qui ne sont pas clients Shine, je sais qu'il y en a à peu près la moitié. Rapidement, Shine, en fait, on est une néobanque pour les entrepreneurs indépendants et pour les freelances. L'idée, c'est de vous offrir un produit un peu tout en un pour gérer votre business, que ce soit vos problématiques bancaires, mais aussi vos problèmes administratifs, vos factures, votre comptabilité. Donc voilà, c'est un outil un peu tout en un pour tout gérer. Et on a justement invité Lise, qui est cliente Shine et qui connaît bien le produit. Alors, on ne parlera pas du tout de Shine pendant ce webinaire, mais ça peut vous donner une petite idée de pourquoi est-ce qu'on fait ce contenu pour les freelances, parce que finalement, ça représente une très grosse partie de nos clients. Je pense que maintenant, on peut commencer. Tout le monde doit être là. Je vais commencer par laisser la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent se présenter rapidement. Lise, peut-être que tu veux commencer. Oui, bonjour à tous. Alors déjà, je vois des prénoms familiers dans les participants, donc peut-être que vous me connaissez déjà pour certains. J'ai créé un blog et un organisme de formation qui s'appelle La Minute Freelance, donc pour aider les indépendants fraîchement lancés à trouver leurs premiers clients.
Au départ, ce programme de formation, c'était mon side project. Comme beaucoup de freelance, j'avais des missions régulières et je faisais du coaching et de la formation à côté. Et au fil du temps, ce programme a pris de plus en plus d'ampleur dans mon chiffre d'affaires et c'est devenu mon activité principale. Pour vous faire un petit résumé de ma carrière en freelance, ça fait 6 ans que je suis dans l'économie, on va dire, indépendante. Et je suis ce qu'on appelle un peu une freelance boomerang. J'ai commencé en tant que freelance. J'ai monté et cofondé une start-up que j'ai revendue en 2017, qui était aussi dans l'économie freelance, un genre d'agence de traduction en ligne. Et je suis revenue au freelancing en tant que consultante, notamment produit. Donc voilà, j'ai un peu parcouru toutes les thématiques de produits digitaux, qu'il s'agisse de formation de logiciels. Et finalement, je suis revenue vers la formation qui est ce qui me plaît le plus. Super. Shubham? Bonjour à tous. Du coup, moi, je m'appelle donc Shubham Sharma, prénom indien. Si vous avez du mal à vous en souvenir, vous pensez à un chou qui tombe et qui fait bam. Voilà, c'est la manière dont moi je me souviens de mon prénom encore aujourd'hui. En gros, moi, ça fait 10 ans que je suis freelance, dev principalement. Donc, j'ai une formation de dev à la base. Et j'ai toujours fait des sites web, des applis mobiles, jusqu'à un moment où j'ai commencé à bosser en startup, cette fois-ci en tant qu'employé, chez Mailjet, chez Keymetrics. Principalement, et puis ensuite je suis revenu pour en fait faire des side business à côté, donc plutôt des business SaaS assez autofinancés et récurrents dans leur système, et aussi produire du contenu, aujourd'hui principalement sur YouTube, qui permet de générer un peu de revenus aussi, et je garde toujours ma casquette freelance/consultant dans le domaine de la tech et du marketing. Génial. Du coup, vous avez des profils finalement assez différents, donc je pense que les échanges vont être enrichissants. Je pense qu'avant de rentrer dans chaque sujet, alors on a pensé à 3 thématiques principales. Évidemment, selon votre métier, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour avoir des revenus complémentaires. Je pense notamment à toutes les personnes qui sont dans un domaine artistique, les illustrateurs, et qui peuvent, par exemple, créer des produits d'eux-mêmes. On a voulu garder des thématiques sur lesquelles la majorité des freelances pouvaient s'y reconnaître. Mais avant de rentrer dans chaque thématique, je pense que ce qui est important, ce serait de réfléchir à quelles sont les bonnes questions à se poser avant de lancer une seconde activité, parce que c'est pas forcément anodin. Est-ce que vous deux, vous avez des pistes, par exemple, de réflexion pour quelqu'un qui a envie de développer ses sources de revenus, mais ne sait pas forcément par où commencer ou quoi choisir? Bon. Bam, je prends la parole d'abord et après je te laisse rebondir peut-être. Ça marche, on va faire ça. Okay. Moi, je vous conseillerais vraiment de faire quelque chose qui vous fait vraiment envie. Pas de diversifier ses revenus avec, en écoutant un peu les sirènes qu'on peut entendre des revenus passifs. Aujourd'hui, il y a énormément de contenu en ligne qui prône un peu ce côté revenu passif, revenu accessoire. En réalité, créer une deuxième source de revenus, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie au démarrage. Et on ne peut avoir cette énergie que si on est passionné par ce qu'on fait, à la fois par le problème qu'on veut résoudre et à la fois par la cible qu'on a envie d'aider. Donc vraiment, la première façon de commencer à réfléchir à ses revenus passifs dans le futur ou ses revenus complémentaires, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire au quotidien ? Comment est-ce que j'ai envie de faire évoluer mon activité, qui j'ai envie de servir. Et à partir de ce diagnostic qu'on a au démarrage, on peut réfléchir à des solutions à apporter pour répondre à la problématique qu'on a identifiée. Je pense que si on fait l'inverse et qu'on se dit, voilà, je vais faire une formation parce que ça prend 2 jours de faire une suite de vidéos à la chaîne, de les mettre en ligne, on se fourvoie un peu parce que c'est beaucoup plus compliqué de créer une seconde source de revenus et on peut vite abandonner parce que la concurrence est là aujourd'hui et qu'il faut mettre pas mal d'huile de coude au démarrage pour faire décoller cette deuxième source de revenus. Carrément. Ah, Shubham, ton micro est en mute. Yes. Donc oui, ça commence avec les soucis techniques. Mais non, en gros, moi, je rebondirai un peu sur ce qu'a dit Lise sur la partie faire miroiter des choses géniales. En fait, il faut savoir que tout créateur de contenu qui veut prôner ce type de business, son business, c'est ça. Et que lui, il est full-time. Et que nous, ce qu'on est en train de ce que les gens vous vendent, c'est votre side business, ça va décoller si vous mettez un peu de travail, croyez en vos rêves. Et puis au final, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est juste un truc un peu
temporaire, mais au final, un jour, peut-être que vous serez obligé, vous pouvez passer full-time sur ce business-là. Ou alors, juste développer cette source de revenus, juste en travaillant un petit peu. Sauf que malheureusement, ça marche rarement, tant que soit on n'est pas passionné, donc comme elle dit, soit on n'a pas un avantage compétitif spécifique. C'est-à-dire que si vous êtes designer et que vous avez vu une vidéo sur l'immobilier et vous dites, oh, ben, ça serait bien que je fasse moi aussi des vidéos sur l'immobilier parce que ça a l'air fun et que j'aurais pu qu'à copier-coller, ça marchera pas parce qu'en fait, si vous n'avez pas un avantage compétitif qui va faire en sorte que vous serez meilleur que l'autre, en sachant que l'autre a de l'expérience, connaît bien son marché et que c'est juste la partie vraiment visible de l'iceberg. Et donc, au final, tout le travail en dessous, vous ne pourrez pas le faire. Donc, je pense qu'il faut être réaliste. Donc, ça commence peut-être avec un ton un peu, je pense, je dirais préventif, mais il faut être pas mal réaliste. Et il y a une autre chose que je rajouterais, c'est, on parle de revenus complémentaires, mais ça, c'est le point final, en fait. Le revenu, ça arrive plus tard. Le plus important avant, c'est de donner de la valeur. Et c'est ce que souvent la plupart des gens oublient, c'est genre, oh, on va faire des revenus complémentaires. Non, tu vas d'abord faire un projet. Il se trouve que dans 10 projets, il y en aura peut-être un qui va marcher. Essaye d'avoir une idée par semaine, ce que la plupart des gens font. Et puis après, tu en as peut-être un qui va marcher comme projet, c'est-à-dire il va avoir de l'attrait. Et puis derrière, sur ce projet, peut-être que si tu provides assez de valeur, si tu donnes assez de valeur, tu vas avoir des revenus. Et pas le truc inverse. Ouais, super. Bah, effectivement, je pense que ces deux thématiques de faire déjà un petit peu le bilan d'un côté de quoi est-ce que j'ai envie. Peut-être que vous faites de la prestation de service et que disons que ça comble une première envie, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous font envie. Je pense notamment à tout ce qui est création de contenu. Il y a des gens qui adorent l'écriture, mais finalement qui sont designers et voilà. Donc ils ont envie de développer cette activité-là. D'autres qui ont envie d'être devant la caméra, d'autres qui ont envie d'animer une communauté. Donc de faire déjà un peu le bilan de comment est-ce que ces deux activités pourraient vous rendre heureux parce que c'est de là dont vous avez tiré votre motivation. Et de l'autre côté, de faire un peu le bilan de ses atouts, comme disait Shubham, en se disant qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai apporté? Est-ce que c'est une expertise? Est-ce que c'est aujourd'hui, j'ai un compte Twitter avec beaucoup de followers dessus. Est-ce que je peux transformer cette communauté sur un autre réseau ou leur transmettre du contenu qui pourrait les intéresser? Je pense que voilà, faire un peu ces deux bilans, ça peut être effectivement une bonne porte d'entrée. Et je me dis peut-être potentiellement, alors je ne sais pas si c'est vous si ça fait partie de votre réflexion, mais une activité entre guillemets secondaire peut aussi servir votre activité principale, en disant par exemple développer ce blog, ça me permet de justifier de ma valeur, par exemple, ou de mon TJM auprès de mes clients sur de la prestation de service. Je pense que c'est pas essentiel, mais ça peut être intéressant aussi de réfléchir de cette manière-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, de voir un petit peu comment l'un et l'autre peuvent se répondre. Sur cette partie-là, moi, je pense que si dans l'idéal, on peut le voir comme ça, c'est génial et c'est ce qui marche le mieux parce qu'au final, on ne sort pas trop de ce qu'on sait faire et que ça permet de servir de panneau publicitaire un peu à nos clients. Moi, je sais que personnellement, on en parlera peut-être plus tard, mais la chaîne YouTube de vulgarisation informatique que j'ai créée à un moment donné sans aucune ambition pour faire de l'argent, ça m'a énormément servi pour que des écoles m'appellent pour pouvoir faire des cours, pour que je puisse faire des tutos en ligne sur telle et telle plateforme, et ne serait-ce que d'avoir de la crédibilité quand on montre telle et telle vidéo. Là, je sais qu'un client, alors que je fais pas du tout ce type de prestation, c'était une prestation pure marketing stratégie, j'avais fait une vidéo sur les cookies, et le fait que je lui envoie cette vidéo, en fait, lui, il s'est dit, ah ouais, cette vidéo, vu qu'elle a été vue par tant de personnes, donc social proof, cette vidéo, en plus, c'est le truc qui m'a dit en live, c'est trop bien parce que c'est un truc réel. Et en plus, si je retape ça dans Google, ça ressort. Et donc là, en fait, il y a tout ce tout ce que le client a besoin pour avoir assez de confiance en vous, en fait, par la validation des autres. Et ça marche vachement bien dans le business de contenu, en tout cas. Génial. Du coup, on va entamer. Lille, si vous voulez ajouter quelque chose? Je suis d'accord avec ce que Shubham a dit, c'est très juste. En fait, il y a un côté autorité quand on crée du contenu qui va nous permettre à la fois d'avoir des tarifs un peu plus élevés que le prix du marché et sortir du lot par rapport à la concurrence. Je pense aussi qu'il faut réfléchir à son projet. Il faut se demander, est-ce que je veux ajouter un revenu à une activité existante
auquel cas je me sers de ma marque personnelle que j'ai, qui peut être du contenu que j'ai publié, mon activité principale de freelance, et je construis ma seconde source de revenus autour de cette marque, ou est-ce que je veux faire quelque chose de complètement différent? Et dans ce cas-là, on n'est plus sur du revenu complémentaire, on est carrément sur débuter un autre business. C'est un peu ce que donnait comme exemple Shubham tout à l'heure sur l'immobilier. Si on est designer et qu'on veut faire des formations sur l'immobilier, en fait, on n'est plus sur du revenu complémentaire, on est sur un deuxième business à côté. Donc, c'est vraiment important de réfléchir à son projet et de voir s'il y a une cohérence avec la marque et la communauté qu'on a déjà aujourd'hui, ou si en fait, c'est complètement un autre projet à démarrer, ce qui est OK en fait, mais là, il faut avoir des stratégies de création d'entreprise plutôt que de diversification de son activité. Carrément. Du coup, on va peut-être rentrer justement sur ce premier sujet qui est la création de contenu, parce qu'on commence par ça, parce que c'est vrai que quand on est freelance, finalement, c'est entre guillemets le plus accessible. Alors, tout le monde n'est pas capable de faire de la création de contenu, mais quelle que soit votre activité, vous pouvez en faire. Et quand je dis création de contenu, on pense souvent à du blog, mais ça peut aussi être justement une chaîne YouTube, ça peut être des podcasts. Il y a des tonnes de podcasts qui sortent en ce moment. Il y a beaucoup de formations autour des podcasts également. Ça peut être une newsletter, qui est un format qui est aussi vachement prisé en ce moment. Donc, si vous vous dites, effectivement, moi, mon projet, c'est de faire plutôt de la création de contenu, comment est-ce qu'on définit bien son offre? C'est-à-dire, je pense que c'est la première question à se poser, c'est-à-dire quel support est-ce que j'ai envie d'utiliser? Est-ce que je suis bon à l'écrit, à l'oral? Comment je définis une fréquence, une thématique, et surtout comment je me démarque par rapport à la concurrence? Est-ce que vous avez des conseils pour ceux qui ont envie de se lancer, qui sont vraiment là devant une page blanche en se disant OK, quel est mon angle, quelle est ma thématique, des moyens de chercher, je ne sais pas, justement, qu'est-ce qui se fait ailleurs sur la concurrence? Alors, il y a d'un côté les médias avec lesquels on est à l'aise. Donc, par exemple, il y a des personnes qui sont très à l'aise en vidéo et d'autres qui n'ont pas du tout envie de se montrer. C'est quelque chose à prendre en compte. Et le deuxième élément, ça va être de réfléchir aux endroits où sa cible passe du temps. Parce que si on est sur une cible corporate et qu'on veut vendre, si on veut vendre quelque chose qui s'adresse plutôt à des grandes entreprises, en fait, on ne va pas avoir des potentiels clients qui consomment un compte Instagram. Donc, en fait, il faut vraiment être intentionnel avec sa création de contenu. Et une des erreurs que je vois souvent chez les freelances, c'est la création de contenu sur leur vie de freelance. Donc, en fait, il faut se demander, est-ce que mon client potentiel, par rapport à cette offre que j'ai envie de pousser, de mettre en avant, est-ce que mon client potentiel est intéressé par ma vie de freelance ou est-ce qu'il a plutôt envie que je lui parle de ses problématiques et que par mon contenu, je lui apporte des solutions? Et en fait, quand on crée un contenu qui apporte des solutions au quotidien, on donne tellement de valeur qu'on crée une communauté forte avec de l'engagement, avec de la recommandation. Et c'est comme ça qu'on peut percer dans la création de contenu, malgré, on va dire, un environnement qui est aujourd'hui très concurrentiel. Donc, c'est vraiment de cibler à qui on s'adresse, d'analyser les endroits où ces personnes passent du temps et de créer un contenu pertinent qui apporte des solutions à cette cible. Et toujours repartir du persona, quoi. Oui, tout le temps. Le persona, c'est la base. Comme dans toute aventure entrepreneuriale, que ce soit du freelancing ou non. Ouais. C'est vrai que partir toujours de avoir toujours en tête à qui est-ce que je veux parler, c'est souvent le meilleur moyen. Du coup, imaginons je crée justement un blog, une chaîne YouTube, peu importe. Est-ce qu'on pourrait évoquer, par exemple, les différentes, parce qu'on parle quand même de revenus, toutes les options possibles de rémunération? Je ne suis pas sûre que tout le monde les ait en tête. Shubham, tu as peut-être plus d'idées justement sur la chaîne YouTube. Oui, clairement, en termes de rémunération, il y a beaucoup de méthodes suivant la plateforme qu'on est en train de choisir. Mais je reviens un tout petit peu en arrière par rapport à ta question initiale sur trouver son sujet et son audience. Je pense que c'est assez clé parce que je fais souvent l'erreur et beaucoup de gens la font aussi, c'est de se dire « Oh, je vais faire un blog, ou je vais démarrer une chaîne YouTube, ou je vais faire un contenu newsletter ». En réalité, la plateforme, on s'en fout un peu. La plateforme, comme l'a dit très bien Lise, c'est sur quelle chose vous êtes le plus à l'aise. Moi, je sais que je suis nul à écrire, je ne vais pas démarrer un blog ou une newsletter, c'est sûr. Ou alors, ça va être une newsletter, du contenu clé, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais je ne vais jamais faire de blog. En revanche, la vidéo ou l'audio, je suis plus à l'aise. Donc une fois que la plateforme est choisie, il faut choisir le sujet. Et pour moi, un bon sujet, c'est
pas forcément un sujet qui existe déjà. Or, sauf si on fait du mimétisme des États-Unis ou du contenu anglophone vers du contenu français, parce que ça, c'est un contenu validé. Mais si on a essayé de démarrer une nouvelle niche, il y a un certain nombre de choses qu'il faut tenir en tête, c'est faire bien son étude de marché sur combien de choses existent, qu'est-ce qui a existé et qui ne marche plus, potentiellement aller contacter les gens qui ont déjà lancé ça pour savoir pourquoi ça ne marche plus, pas parce qu'ils sont nuls, mais certainement parce qu'il y a eu un problème structurel qui a fait qu'ils n'ont pas réussi, et aussi essayer de trouver des sujets sur lesquels les gens sont prêts à payer à un moment donné. Parce que ou alors un sujet de journalisme ou d'information, je dirais, où ça serait des B2B, donc des pubs qui les paieraient. En fait, essayer de voir ces deux trucs-là. Dans l'idéal, faire des trucs où les gens sont prêts à payer. Et les gens, ils sont prêts à payer pourquoi ? Sur des choses de base. Par exemple, sur boire et manger, ça marche bien. La survie, les conditions de vie confortables, typiquement gagner plus d'argent et compagnie, l'approbation sociale, le fait d'être supérieur, de gagner plus d'argent. Des trucs-là, en fait, c'est des choses qui attirent l'œil et qui font qu'un sujet, les gens se diront « Ah, ok, je vais peut-être apprendre ça ». Et en fait, il suffit de se faire… Il y a une liste, je pourrais vous la lister après, mais je ne sais pas où elle se situe dans mon ordi tout de suite, mais en gros, l'idée, c'est de se dire « Est-ce que ça répond à un besoin d'une personne aujourd'hui ?» Et si c'est le cas, les gens seront prêts à payer. Et pour ce qui est des sources de revenus derrière, en fait, si vous donnez du contenu assez gratuit et qui soit valuable, les gens regarderont et au bout d'un moment, vous serez capable de leur demander un peu plus d'argent parce qu'il y aura ce trust et cette autorité qui sera créée. Et puis derrière, vous pourrez leur demander, écoute, je te donne 10 de contenu gratuit, est-ce que tu veux pas payer pour un contenu un peu plus cool qui peut permettre d'atteindre X objectifs en payant? Et souvent, les gens se disent, attends, il y a un principe de réciprocité qui va se mettre en place aussi, où les gens vont se dire, attends, il m'a donné tout ça en gratuit, ça me permet de faire ça, franchement, je suis chaud pour payer. C'est vrai que moi, j'ai la sensation que les gens sont un peu habitués au principe du contenu gratuit. Aujourd'hui, on peut avoir énormément de contenu gratuit ou de contenu un peu plus poussé contre un email. Et c'est assez difficile, des fois, de justifier tout le contenu que je t'ai transmis jusqu'à maintenant. J'en ai du payant, quoi. Et c'est vrai que cette habitude… ça s'applique pas d'ailleurs qu'au contenu, mais on le voit aussi chez Shine, du concept de… moi, j'ai une banque en ligne, elle est gratuite. Et en fait, les gens s'habituent à des choses comme ça on fournit énormément de services. Et finalement, le passage est des fois un peu compliqué à justifier. Super. Donc là, on était sur la partie, effectivement, contenu. Sur la partie réseaux sociaux, je sais que, Shubham, tu connais un petit peu tu as eu aussi des partenariats qui t'ont rapporté aussi du revenu. Est-ce que tu veux peut-être parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut monétiser, par exemple, sa chaîne YouTube ? C'est vrai que cette question, je l'ai un peu effleurée là tout à l'heure, mais oui, en effet, il y a plusieurs manières. Moi, le premier partenariat qui a été fait avec Digital Wings, c'est juste quelqu'un qui voulait qu'on vulgarise un sujet spécifique. Donc là, c'était la cybersécurité et c'était une boîte… Moi, je vais pas forcément citer le nom pour le coup, et je sais pas si je peux, mais bon, je pense que si, parce qu'il n'y a pas non plus 30 milliards de vidéos. Mais en gros, l'idée, c'est une boîte qui dit, écoute, on veut un peu plus de visibilité. Il se trouve que ton audience correspond à celle que nous, on vise en dépensant du Facebook Ads, du Twitter Ads et du LinkedIn Ads. Est-ce que ça te dit pas de toi d'en parler? Et eux, ce qu'ils font, ça s'appelle du influencer marketing. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont payer des influenceurs pour pouvoir faire leur pub. Et toi, tu es là, tu vas faire leur pub. Après, il faut la faire de manière plus ou moins intelligente, c'est de l'intégrer à ton contenu, pas se sentir un peu vendu. C'est quelque chose qui est un peu plus mal vu en France qu'aux US, par exemple. Aux États-Unis, en podcast, on ne peut pas dire « Hey, ce show est sponsorisé par truc ». En France, on a encore un peu plus de mal. C'est normal, l'industrie, elle est un peu plus jeune au niveau podcast et YouTube, mais ça va arriver. Et il n'y a pas de mal à se faire sponsoriser. L'autre partie, c'est justement… avoir une communauté qui paye, donc ça c'est tout ce qui est Patreon et compagnie, qui sont en fait ou Tipeee en France, qui sont des plateformes sur lesquelles un influenceur peut dire est-ce que vous voulez que je continue à faire du contenu? Si oui, est-ce que vous pouvez me donner 1 euro par vidéo? Ça permet de faire en sorte que moi je gagne un peu d'argent pour pouvoir produire ce contenu. C'est les deux manières, si j'en oublie pas une autre, mais sur lesquelles moi je vois en tout cas la rémunération de ce contenu, si ce n'est celle où les utilisateurs paieraient direct pour une formation par exemple. Oui, effectivement, on va venir à la formation qui est un peu une sous-catégorie du contenu. Après, il existe aussi
alors là, il faut avoir une chaîne YouTube très, très développée, mais des revenus de la part de YouTube. Mais c'est vrai que c'est plutôt plus loin, quoi. Là, on en est plutôt à réfléchir au démarrage d'une communauté. Et c'est pas non plus… Pas prendre comme source de revenus supplémentaires les revenus de YouTube, parce que c'est vraiment pas ça qui va vous faire gagner de l'argent sur les 2 premières années de votre chaîne YouTube. Si vous voulez faire de l'argent avec ça, c'est pas ça. Oui, c'est vrai que c'est assez minime. Même ceux qui se rémunèrent, qui vraiment reçoivent des revenus de YouTube, c'est toujours assez minime. Donc, faut pas penser que… faire une chaîne YouTube, ça peut être une très bonne idée, mais c'est pas via YouTube que les revenus pleuront, et c'est plutôt effectivement dans de la sponsorisation. Je pense qu'effectivement, il y a ce côté un petit peu timide en France sur l'influence. Je pense qu'il y a un côté aussi confiance. Alors maintenant, il y a des lois qui sont passées là-dessus, mais au départ, on n'était pas obligé de dire ceci est un contenu sponsorisé, et du coup, on avait l'impression d'être un peu trompé. Maintenant, c'est un peu mieux mis en avant, et du coup, j'imagine plus accepté quand c'est totalement assumé. Ouais. Mais, et juste, il y avait une chose rapidement à rajouter sur la partie argent de YouTube, donc de l'AdSense, donc des pubs que YouTube fait sur vos vidéos, VS votre argent que vous aurez eu grâce à des partenariats ou du revenu de formation ou produits vendus. Il faut essayer, si vous voulez créer une communauté un jour ou créer du contenu, essayez de maîtriser au maximum votre communauté. C'est-à-dire que si vous laissez uniquement votre communauté sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, vous n'êtes pas maître de la communauté parce que vous n'avez pas les emails. Et il y a une chose qui est un vrai asset dans le monde du contenu, c'est les emails. Ou les numéros de téléphone. C'est-à-dire que les gens pourraient directement les contacter par numéro de téléphone ou email, alors que si c'est juste un subscriber sur YouTube, c'est YouTube qui décide s'il vous montre ou pas à cette audience. Et pareil, c'est YouTube qui décide ou Facebook qui décide si il vous donne la possibilité de montrer votre contenu. Donc voilà, essayez d'avoir un maximum de son côté pour pouvoir faire de l'argent avec, que juste de truster les plateformes. Une vraie richesse, les emails. Du coup, on va parler un petit peu plus de formation, parce que Lise est avec nous et c'est un peu la spécialiste du sujet, qui est une sous-catégorie du contenu. Lise, je ne sais pas si tu veux commencer par nous faire peut-être un petit retour d'expérience sur justement la création de la Minute Freelance et ce que tu conseilles aux personnes qui ont envie de se lancer. Alors, en fait, c'est intéressant de placer la formation dans une sous-catégorie de contenu. C'est souvent ce qu'on fait. Moi, je ne pense pas que la formation soit du contenu. En fait, aujourd'hui, Shubham me parlait de monétiser son contenu en faisant payer pour de l'information. La formation, c'est pas de l'information. Il y a vraiment, c'est plutôt de la transformation. En fait, on a une promesse qu'on donne aux clients. Il démarre d'un point de départ. On veut le faire arriver à un point d'arrivée. Et donc, la formation, ça va être tout le chemin pour parcourir, pour en fait gagner en compétences. Et pour ça, c'est très rare d'avoir de gros résultats avec juste une suite de vidéos les unes derrière les autres. À moins d'être vraiment sur des domaines techniques, par exemple, si on veut apprendre, si on veut transmettre une technique sur Adobe Illustrator, oui, on peut le faire avec des vidéos qui se suivent. Mais la plupart des formations requièrent un petit peu d'accompagnement, un petit peu d'humain, ou alors un parcours qui est pensé avec des exercices, avec des devoirs, on va dire, pour aller chercher à l'extérieur de la formation des exemples dans la vie réelle et rapporter ça à son parcours de formation et se dire, OK, j'ai bien intégré la notion, je sais comment la mettre en œuvre dans ma propre activité. Donc, pour moi, la formation, c'est vraiment plus loin que le contenu. Et je pense que j'ai vu beaucoup de formations fleurir pendant le confinement. Et en fait, à chaque fois, quand on regarde les programmes, c'est vraiment des contenus qui se suivent. Ça se vend très, très mal. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de concurrence sur le marché. On va sur Udemy, on trouve du contenu à 5 €, 10 € sans problème. C'est des cours très qualitatifs. Il y a énormément d'universités qui mettent leur MOOC en ligne. Donc, quand on est freelance, en fait, cette barrière à l'entrée et cette différenciation par rapport au reste de la formation va reposer sur deux choses. La marque personnelle, donc pourquoi on est légitime en fait et pourquoi on peut aider les clients qu'on vise à se transformer. Et en plus de cette marque personnelle, ça va être de quelle façon est construit le programme et comment est-ce qu'on peut assurer aux clients qu'ils seront mieux à la fin qu'au départ, donc qu'ils auront un déclic et qu'ils auront progressé. Et après, en fonction de cette réflexion qu'on a eue, c'est là qu'on choisit, on se dit, OK, vu ce que j'enseigne, ça va plutôt être des vidéos, ça va plutôt être du coaching en visio, des programmes de groupe, des programmes individuels.
c'est pas l'inverse. En fait, on fait pas son programme en disant voilà, je vais mettre tout ce que je sais dans un programme, je vais faire des vidéos et je vais le vendre. C'est plutôt l'inverse. On se dit à qui je m'adresse et où j'emmène ces personnes. Et ensuite, en fonction du résultat que je veux fournir, je décline un programme. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment ce que j'essaye pour résumer, ce qui est important, c'est d'adapter son contenu pour que c'est vraiment un facteur pédagogique et que ça puisse transformer les personnes plutôt que de juste prendre son contenu, le packager et penser que ça sera une formation. Quand on fait ça, on peut en vendre un petit peu au départ, mais on n'aura pas forcément de gros résultats. Et vraiment, ce qui différencie une formation par rapport à une autre sur le long terme, ça va être les avis. Donc, avoir des résultats positifs de clients. En fait, une fois qu'on commence à avoir des avis, ça se vend beaucoup mieux. C'est une autre barrière à l'entrée. Donc voilà, vraiment, on réfléchit à ce qu'on peut apporter. On crée la formation en conséquent. On se sert de sa marque personnelle pour montrer pourquoi on est plus légitime par rapport à l'angle qu'on propose sur ce thème de formation. Et ensuite, donc, dernier petit conseil que je pourrais vous donner, c'est que la formation, le plus dur, c'est pas de la créer, c'est de la vendre. Donc, avant de passer un week-end entier à enregistrer, c'est une expérience vécue. Avant de faire la minute freelance, je faisais du coaching en anglais parce que je voyageais pas mal et que du coup, je visais plus une cible internationale. Et ça n'avait pas du tout fonctionné. Et pour ce programme, en fait, j'avais vraiment passé des semaines à créer un cours entier que j'ai jamais vendu. J'ai pas vendu une seule formation. Et donc, j'aurais pu éviter tout ça. Alors, bien sûr, je le savais, mais je l'ai pas fait. En fait, la meilleure façon de tester son programme, c'est de faire une page de vente et d'expliquer ce qu'on propose comme valeur, d'attendre de voir qu'il y ait des personnes qui se manifestent et de préférence de commencer par du coaching, donc par passer du temps avec vos clients en visioconférence pour co-construire le programme avec eux. Parce que vos clients vont vous faire des retours, vous montrer ce qui est pertinent ou pas. Ça va être beaucoup plus puissant de faire du coaching individuel en termes de résultats. Et grâce à ce coaching, vous allez avoir vos premiers avis. Et là, vous allez pouvoir construire un vrai programme qui, au fil du temps, pourra tourner tout seul si c'est votre souhait. Génial. Ouais, c'est vrai que construire une légitimité à la fois via sa marque personnelle et via des avis, c'est essentiel pour se démarquer. Est-ce que toi, tu conseillerais, par exemple, il y a beaucoup de gens qui font ça, d'offrir justement ces premières formations, de les rendre gratuites pour justement avoir plus d'avis, plus de clients, ou est-ce que c'est quelque chose que tu déconseilles? Moi, je le déconseille parce qu'il y a un côté procrastination dans la formation. En fait, à partir du moment où on a payé sa formation, on va y passer du temps. Si le client ne fait pas le travail, on va offrir beaucoup et en fait, on n'aura pas de résultat derrière. Par contre, ce qui est intéressant pour convaincre, c'est d'offrir un petit bout de sa formation ou d'offrir un contenu gratuit et de dire, voilà, dans le contenu gratuit, je vous explique comment faire les choses, que faire, je vous explique ce qu'il faut faire, et dans la formation, je vous explique comment le faire, et je travaille avec vous pour vous aider à le réaliser. Donc, en fait, les personnes arrivent plus à se projeter dans le programme, à être rassurées sur la compétence du formateur. C'est comme ça qu'on peut commencer sans avis. La deuxième technique, c'est de mettre un prix qui, on va dire, est un prix symbolique, mais quand même de facturer, et il faut que ça fasse un peu mal au client. Si c'est 5 ou 10 euros de l'heure, forcément, c'est pas engageant. Donc, il faut que ça fasse un tout petit peu mal aux clients qui se disent, bon, ok, j'ai payé, donc je vais faire le travail. Oui, effectivement. Et puis, c'est vrai que la définition du prix, bon, c'est évidemment pas le seul moyen, mais c'est vrai que de brader des prix, ça peut aussi donner une image de votre contenu, ou plutôt de votre formation, qui sera pas ultra qualitative. Si vous vendez une grande formation à 10 euros, alors potentiellement elle est très bien, mais le premier regard que le prospect va avoir, c'est de se dire, bon, si ça coûte 10 euros, c'est pas du tout comparable avec telle formation que j'ai pu voir. Donc, il faut faire ultra attention par la suite à définir ses prix correctement en fonction de l'image que vous voulez donner de votre formation. Tout à fait. Ouais. Super. Et effectivement, j'imagine que pour trouver des élèves, avoir des avis et des recommandations, c'est assez essentiel pour la formation. Ouais. Toujours pour construire un peu renforcer cette promesse de résultats, du coup, et non pas d'informations, comme tu l'as précisé au début. Génial. Vous pouvez poser vos questions à Lise, on y répondra par la suite. On va passer à une troisième thématique, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de contenu. Et en fait, il y a des gens qui n'ont aucune envie de créer du contenu, mais c'est pas pour autant que vous pouvez pas avoir d'autres sources de revenus. Donc, on va passer sur le développement plus d'outils ou de side business avec Shubham qui est expérimenté dans ce domaine.
Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous expliquer comment est-ce que tu trouves la bonne idée, le bon truc qui fait que tu vas développer une offre qui répond parfaitement à un besoin? Alors en effet, il faut trouver l'idée, deux, que les gens puissent payer pour, et trois, pouvoir la créer. C'est vraiment les trois trucs de base. Et souvent, on s'arrête à l'idée, parce que les idées, c'est facile, c'est vague, et de toute façon, tout le monde en a, donc c'est assez simple de les avoir. Savoir si les gens vont payer pour, ça c'est un peu plus compliqué, il faut déjà bosser. Déjà, il y a 80% des gens qui ne le font pas et qui restent à l'idée. Et puis derrière, la créer, alors là, c'est là où tout le monde va s'arrêter et va dire, attends, il me faut un développeur, il me faut un designer, il me faut telle et telle personne pour pouvoir y arriver. Et donc, de toute façon, j'ai déjà tous mes clients à gérer, tu comprends, il faut que je fasse mon revenu, etc., pour pouvoir bosser dessus. Ça, c'était peut-être vrai il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai parce que il y a plein d'outils qui permettent de faire plein de choses. Et ça, c'est pas le cas avant. C'est-à-dire que évidemment, il y a de plus en plus de concurrence. Évidemment, il y a de plus en plus d'idées qui sont exécutées. Mais ça veut dire que vous avez de plus en plus de chances de pouvoir y arriver aussi. Et donc, pour répondre à ta question initiale qui était comment trouver une bonne idée, là, je repars sur le comment trouver une bonne idée de contenu. Des idées, on en a tous les jours. Il faut essayer de brainstormer sur quoi on est bon, quelle est notre expertise, quel domaine on connaît le mieux. Donc, typiquement, je ne sais pas si c'est le motion design, si c'est l'UX, si c'est le dev, etc., etc. Et essayer de savoir comment est-ce que moi, en tant que créateur, j'ai la place pour pouvoir offrir une expérience ou un produit à quelqu'un. Et donc, du coup, essayer de regarder s'il y a de la demande pour ça. Je vous donne un exemple super concret. Il y a quelques jours, j'ai posé une question comme ça sur LinkedIn parce que je regardais que c'était pas mal en ce moment de voir comment le contenu sur LinkedIn fonctionne, vu que c'était le Covid et que tout le monde était sur LinkedIn en même temps. J'ai regardé un petit peu. En fait, j'ai demandé aux gens, c'était quoi la plus grosse problématique qu'ils avaient sur LinkedIn. Et en fait, le mieux, c'est toujours de répondre à un problème. Les gens qui sont en train d'essayer de faire quelque chose et qui ont un problème, qui n'arrivent pas à le résoudre ou qui sont obligés de faire ça pour essayer de faire quelque chose, donc passer derrière sa tête pour toucher l'oreille, c'est-à-dire qu'on peut résoudre quelque chose. Et là, si vous trouvez un pain point, il y a un produit qui peut potentiellement régler ce pain point. Et là, c'était l'inbox. L'inbox de LinkedIn, elle est complètement cassée. Les gens ne sont pas contents de l'inbox de LinkedIn, etc., etc. Et du coup, j'ai commencé avec une séquence d'emails et d'automatisation pour envoyer à tout le monde. Et je suis en train de coder un outil, alors que je suis pas encore en train de le coder forcément, mais ça fait comprendre à la personne qu'on est engagé dedans et que j'ai vu telle et telle problématique. Est-ce que ça te dirait de me donner ton avis? Et en fait, le fait que les gens, on leur demande leur avis, du coup, ils sont contents, ils se disent, ah cool, j'ai de l'importance et du coup, je veux bien répondre à ça. Et que, en fait, petit à petit, les gens commencent à donner leur avis sur un truc d'automatisation où moi, j'ai pas grand-chose à faire. Et là, je me rends compte qu'en fait, cette idée d'inbox, elle est vachement bien. Et donc, je commence à regarder après sur de la réalisation. Et en tant que développeur, ce qu'on a souvent l'habitude de faire, c'est genre, oh, une idée, je me mets à coder. Alors que c'est pas le truc qu'il faut faire. Je pense qu'on a tous l'expérience de ça en tant que dev, de se dire, oh putain, l'idée est superbe et je vais me mettre à coder. Et puis, une semaine après, on n'avait rien prévu, on n'avait rien défini. Et puis, au final, ça tombe mal. Donc, trouver l'idée, pour moi, c'est un pain point, des gens qui ont ce pain point et un produit qui vient le régler par-dessus. Oui, un peu comme Lise disait, justement, là, j'ai trouvé, de tester en fait son idée en interrogeant les gens. J'ai pensé à cette idée d'inbox. Si concrètement, je vous amène des solutions sur tel sujet, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus... Finalement, non, ça, je m'en fiche un peu parce que j'ai autre chose pour de tester vraiment, d'identifier un pain point, c'est bien, mais ensuite de le tester vraiment avec des gens qui, en plus, comme... je sais pas si tu as cette expérience aussi, mais c'est vrai que nous, on communique beaucoup avec nos clients pour les nouvelles features. On n'invente rien, concrètement, on demande ce que les gens veulent être développés en premier. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu les engages sur sur leurs besoins, ils vont ensuite être ultra heureux quand ce sera dispo, prêts à payer pour ça et prêts à en parler aussi autour d'eux en se disant, en plus, c'est moi qui j'avais apporté mon avis là-dessus. Donc, j'imagine que tu es aussi t'es assez engagé en fait sur la question. Quand tu demandes l'avis aux gens, automatiquement, ils disent, ah, moi, j'étais early, ouais. Donc trop bien. Et en fait, derrière non, mais c'est vachement bien. Et en fait, la meilleure manière de tester, c'est de parler aux gens, et c'est ce qu'on oublie la plupart du temps. Et moi, le premier à faire quand il s'agit de créer un produit.
Et là-dessus, est-ce que tu as des exemples sur... on parlait tout à l'heure du pricing, justement, de ces offres, qu'il fallait peut-être commencer par justement développer un business et à un moment générer de l'argent. Est-ce que toi, comme Lise, tu conseilles d'avoir peut-être une petite partie ou une version gratuite de l'outil pour justifier de la valeur pour ensuite passer sur du payant, ou est-ce que tu considères qu'il faut que c'est une fois que bon, là on parle vraiment d'outils développés, mais ça peut s'appliquer évidemment à d'autres offres, qu'au départ peut-être les early continuent à bénéficier du produit gratuitement et pas par la suite. Est-ce que tu as des anecdotes là-dessus? Sur le premium, donc le fait de faire en sorte de proposer des choses un peu gratuites pour derrière arriver sur des choses payantes, tout dépend de la stratégie. Moi, je conseille toujours, suivant à qui s'adresse le produit. Donc, quand il s'adresse à des B2B, on peut se permettre de les faire payer. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bon, voilà, c'est un trial payant et qu'il y a juste 50 personnes qui ont le droit à ce trial. Par contre, ils ont eu le droit juste pour une semaine et de rendre le truc un peu VIP pour que les gens se disent pas, oh, bah, de toute façon, c'est gratuit, j'ai accès quand je veux. Donc, ça, c'est super vrai. Il y a une boîte qui s'appelle Superhuman, qui est super connue, du coup, mais qui avait fait vraiment un process super pour trouver leur product market fit, qui vraiment laisse jamais faire aucun sign-up sans account manager qui va les onboarder, qui jamais ont laissé aucun sign-up gratuit sur leur plateforme, qui ont toujours communiqué de manière super carrée sur quel feature il a été développé, etc. et vraiment travaillé avec le client. Et moi, je trouve que c'est une approche géniale parce que ça fait pas coder dans le vide. Ça permet aux gens de comprendre l'importance du produit. Donc bref, tout ça pour conclure que ça dépend à qui on parle. Si c'est au B2B, je conseille toujours de faire payer même un trial. Si c'est au B2C, il faut savoir qu'il y a énormément de papillons et de trucs shiny dans le monde et de l'Internet aujourd'hui. Donc, faut avoir l'attention des gens. Et pour avoir l'attention des gens, il faut soit faire du contenu un peu qui résout leurs problématiques et derrière venir avec un produit. Hein, et là, c'est le même processus que la formation, la formation est un produit en soi. Ou alors, soit de donner un free trial, du coup, mais il faut que l'expérience soit géniale. Et théoriquement, si c'est un produit que vous avez développé tout seul et que c'est le début, peut-être que l'expérience n'est pas si géniale que ça. Et du coup, il faut les accompagner à la main et il faut rendre le truc VIP, ça c'est sûr. Et c'est vrai que le côté free trial, c'est un peu, en fait, ça recoupe un petit peu avec ce que Lise disait, c'est qu'il y a un côté très passif, en disant c'est gratuit, et puis en fait, tu oublies de tester, puis ensuite c'est payant, et tu vois, j'ai raté ma période, et effectivement, le fait de payer, finalement, même quelque chose de pas très élevé, ça encourage vraiment la personne à être dans l'action, à tester votre produit, à lire votre contenu, à découvrir votre formation, plutôt que d'être dans le j'ai récupéré, enfin moi ça m'arrive aussi, hein, je récupère plein de contenus gratuits, puis finalement je les ouvre jamais, parce que j'en ai des tonnes et parce que j'ai pas ce sentiment d'urgence en fait. Alors j'ai reçu une question qui va peut-être intéresser Lise. Elle a disparu de mon. Alors, concernant la création de contenu, demande Anastasia, comment réussir à donner suffisamment pour intéresser sans donner trop pour pouvoir vendre sa formation? Alors oui, c'est vrai que c'est un équilibre un peu délicat. Oui, alors en fait, ça rejoint ce que j'expliquais plus tôt sur la différence entre information et transformation. On peut donner tout ce qui va être de l'ordre de la description de ce qu'il faut faire. Par exemple, on peut dire voilà ce qu'il faut faire pour atteindre tel objectif. Après, comment on le fait, par quelles étapes on passe et à quoi ça ressemble quand on fait le travail, ça fait partie de la formation. Parce qu'en fait, on est obligé de prendre les gens un peu par la main et de leur expliquer étape par étape. En fait, il faut imaginer son contenu comme une façon de présenter sa formation. Donc, d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur sans jamais ouvrir la porte et dire, voilà, c'est une différenciation qui est importante parce que d'un côté, on a des clients qui payent aussi. Donc, il ne faut pas donner gratuitement ce qu'on fait payer à d'autres clients tout simplement pour respecter sa communauté. Et puis après, quand on donne trop, il y a aussi un manque de travail, hein, comme on l'expliquait. Il y a un côté où, en fait, voilà, on a trop donné et c'est pas motivant du tout. Donc, idéalement, il faut séparer la généralité, tout ce qui est, en gros, voilà ce qu'il faut faire, le concept général, et tout ce qui va concerner la personnalisation, le concept personnalisé, l'accompagnement, un plan de formation qui permet donc d'avoir des étapes claires pour arriver à un objectif, ça doit être facturé. C'est compliqué, notamment quand on est consultant, ça arrive beaucoup aussi parce que les clients vont
vont vouloir nous challenger au téléphone, vont vouloir qu'on leur donne un petit avant-goût. Donc, on peut de temps en temps, quand on est en appel découverte, avant de faire signer quelqu'un dans sa formation, proposer 1 ou 2 conseils gratuitement. Mais encore une fois, il faut que ça reste très subtil, tout simplement parce que on mérite d'être rémunéré pour le travail d'agrégation de contenu qu'on a fait et le travail pédagogique aussi pour que la formation fournisse des résultats. C'est vrai que la limite, c'est toujours compliqué, je trouve, pour le côté coaching, parce qu'en fait, votre valeur, c'est vos conseils, en fait. Même si on a l'impression que il n'y a pas de production comme si on était, je sais pas, développeur et qu'on amène vraiment un fichier. Finalement, passer une demi-heure au téléphone et vous faire un audit de votre site, c'est ça la valeur. Donc oui, c'est un coup de téléphone, mais il n'y a pas de... Enfin, c'est absolument pas quelque chose qu'il faut brader. Et effectivement aussi par rapport au reste de la communauté qui, elle, verse de l'argent pour cette prestation-là. J'ai une autre question concernant la formation. Je n'ai pas de diplôme, demande Rui, mais presque 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Est-ce que j'ai la légitimité de former et d'accompagner les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est un sujet qui me passionne. Alors, la question de la légitimité, elle revient beaucoup chez les freelances. En général, on se vend moins cher que ce qu'on vaut et on pense valoir moins que ce qu'on peut proposer. Donc, à partir du moment où tu peux aider quelqu'un à avancer, tu n'es pas forcément obligé d'avoir beaucoup de diplômes. Les clients vont pas aller voir tous tes diplômes. Moi, on me demande jamais quelle école j'ai faite ou quelle est mon expérience. Par contre, ce qu'on me demande, c'est concrètement de comprendre la problématique du client et de lui apporter une solution donc, par rapport au programme que je propose et par rapport aux avis aussi d'anciens élèves de la communauté. C'est ça qui est beaucoup plus puissant que le diplôme. En fait, la formation, on se met beaucoup en avant en tant que formateur parce qu'on parle, on crée du contenu. Pour réussir dans la formation, il faut forcément créer beaucoup de contenu, sinon on devient plutôt sous-traitant. Mais aller chercher ses ventes, c'est vraiment, ça demande vraiment de se montrer de façon authentique. Et donc la personne va déjà nous connaître un peu par rapport au contenu. Après, quand on l'a au téléphone, il faut plus parler de soi. En fait, il faut pas parler de ses diplômes et toutes ses réalisations. Il faut montrer à nos clients comment on peut les aider, eux, à réussir. Tout ça, c'est pas parce qu'on a réussi à monter 15 ou 20 boîtes qu'on arrivera en fait à aider quelqu'un à en monter une. C'est parce qu'on on a même des personnes qui sont consultants, par exemple, dans des secteurs comme la finance. Les conseillers en gestion de patrimoine, c'est des très bons exemples. Il y en a très peu qui sont multimillionnaires et pourtant, il y en a qui travaillent avec des hautes fortunes parce qu'ils arrivent à leur fournir des résultats. En fait, quand on est formateur, c'est la même chose. On ne parle jamais de soi, il est toujours question de l'autre, du client. Et concrètement, est-ce qu'on est capable de leur faire obtenir des résultats? Super clair. Et effectivement, c'est un sujet qui revient souvent, le côté est-ce que je suis légitime et tout ça, c'est des choses qu'il faut balayer. Et effectivement, par rapport à des salariés où, pour le coup, j'ai la sensation qu'on nous demande encore beaucoup de nos diplômes, où est-ce qu'on a étudié. Quand on est indépendant, c'est beaucoup moins une question, donc il faut justement en profiter. Alors, Francis nous demande qu'en est-il du risque de ne plus exceller dans son métier principal du fait du temps consacré maintenant à la source secondaire? Comment est-ce qu'on peut avoir comment avoir une nouvelle source de contenu sans mettre en péril le développement de son activité principale? Alors, c'est très compliqué en termes d'équilibre également. Je ne sais pas si tu as des pistes, Shubham, toi qui as développé plusieurs business à la fois. Alors, sauf quand son business est développé plusieurs business à la fois, où du coup, il n'y a pas de problème parce qu'on est habitué à faire du context switching tout le temps et donc c'est pas un souci. Mais c'est vrai que dans le cas où on a 80% de notre temps qui est pris par quelque chose de principal et on veut utiliser 20% de notre temps pour autre chose, ça devient compliqué parce que le 20% de notre temps, faut se former potentiellement. Et puis, s'il faut pas se former sur la thématique parce qu'on est expert, faut quand même se former sur les outils, les canaux et en tout cas former sur quoi on veut exceller en faisant ce truc à côté. C'est normal que ça prenne du temps. Pour répondre à la question de Francis, si je me trompe pas, c'était déjà dans l'idéal prendre une thématique dans laquelle on est bon. Donc ça veut dire prendre quelque chose où
où on connaît, c'est-à-dire que c'est compétences, et c'est la compétence qu'on doit faire valoir dans l'idéal. Parce que s'il faut se builder une autre compétence, ce qui est OK aussi, mais il faut que ça réponde à quelque chose de plus complet aussi. C'est-à-dire que si on en a marre du design et qu'on va aller, je sais pas, sur du dev, bah, dans ces cas-là, on se dit, OK, je vais pas sur du dev juste pour apprendre aux gens comment faire du dev. Je vais sur du dev parce que je sais que ça va me rendre meilleur, que je vais pouvoir faire plus de choses, etc. Il faut pas que je sois juste pour ça. Et c'est pour ça qu'on va moins se fatiguer aussi, parce qu'on sait que ça répond plus à un objectif long terme que juste pour une formation spécifique ici. Si c'est le cas, si c'est bien la compétence en question qu'on est en train de faire valoir sur du contenu ou sur un produit, ben là, dans ces cas-là, je pense qu'en tout cas, ce qui a bien marché pour moi, c'est de fixer un moment dans la journée, dans la semaine, où on va que bosser sur ça. C'est un moment qui va être dédié à ça, et pendant le reste du temps, on fait ce qu'on fait d'habitude et là où on est bon. Et je pense que, en tout cas pour moi, qui suis un ancien très désorganisé et qui maintenant est super overkill organisé, c'est ce qui a super bien marché pour moi, parce que je sais que si je fais pas les choses dans leur temps qui est marqué sur mon calendrier, bah, je vais soit jamais les faire, soit trop en faire. Et donc, dans les deux cas, je suis perdant, parce que si j'en fais trop, bah, je laisse tomber mon activité initiale, et si j'en fais pas assez, bah, au final, ça se fera jamais. Donc, pour moi, la meilleure manière, c'est de le bloquer dans un agenda pour pas se laisser avoir et devenir moins bon dans son activité initiale. Voilà. Oui, c'est vrai que faut pas forcément voir deux activités. Alors, ça peut être le cas, mais comme des activités antinomiques, ça peut être quelque chose qui vous, je sais pas, vous fait apprendre une nouvelle compétence, mais qui pourra vous servir dans votre activité principale, ou justement développer une notoriété qui pourra vous amener des clients plus facilement et à moins démarcher dans votre activité de prestation de service. Donc, ça peut être aussi, et c'est d'ailleurs l'idéal, que ce soit un cercle vertueux, et non pas que vous perdiez en compétences sur... Alors, j'imagine, ça dépend des activités. Il y a peut-être des activités sur lesquelles il faut se former constamment aux nouveaux outils, mais je pense que l'intérêt, c'est de ne pas les voir comme des choses qui vont se manger l'une l'autre, et plutôt vous combler un de vos besoins, un petit peu vos envies, et de l'autre côté, essayer de les matcher ensemble pour que vous en sortiez, vous puissiez dégager plus de revenus, mais d'un côté comme de l'autre. Et j'ajouterais juste une dernière chose sur cette partie-là de est-ce que ça va venir cannibaliser l'activité initiale, c'est que en fait, vous avez de la chance d'être devant des clients tout le temps, donc de faire face à des pains, donc à des problématiques que vos clients ont. Et c'est génial parce que c'est-à-dire que vous savez détecter chez les gens quelles sont les problématiques. Et en fait, souvent, en tout cas pour moi, quand j'ai lancé mon premier SaaS, c'est ce à quoi ça répondait. Donc le SaaS, pour vous donner une idée, c'était un outil qui permettait de poster sur plusieurs comptes LinkedIn en même temps d'une même entreprise, parce qu'il y avait un client qui me demandait, j'en ai marre d'utiliser Buffer, qui est un outil de scheduling de postes, où en fait on va programmer des postes. J'en ai marre d'utiliser Buffer et de demander à chacun de mes employés de venir sur le Buffer, taper leur email, adresse email et mot de passe de LinkedIn pour que quand je publie un article, qu'il soit publié sur tous les comptes. Je me suis dit, ok, ça doit pouvoir se coder. Il y a peut-être des choses qui peuvent fonctionner et qui font ça. J'ai essayé et en fait, évidemment, ça m'a pas pénalisé parce que cet outil-là, derrière, j'ai pu le réutiliser pour d'autres clients pour pouvoir le proposer en plus du package initial que je ferai déjà à mes clients. Donc, très souvent, vu que vous êtes en face de problématiques, vous avez les solutions et les solutions, généralement, vous les embeddez, vous les mettez en plus dans ce que vous vendez à vos clients. C'est vrai que quand on parlait tout à l'heure de trouver la bonne idée, en fait, en tant que prestataire de service, vous êtes face à plein de problématiques, alors que vous ne pouvez pas forcément régler là maintenant, mais vous avez un éventail de ce qui existe, et c'est assez simple de se dire, ok, cette problématique, elle existe chez ce client, est-ce qu'elle existe chez d'autres clients, et est-ce que je ne tiens pas la clé d'un outil à développer. Alors effectivement, je quand même parle de dev, mais il y a aussi beaucoup de, je ne sais pas si tu vas en parler, il y a énormément d'outils no dev. Si vous voulez monter des side business, il n'y a pas besoin d'être développeur nécessairement si vous avez une idée rapidement. Je sais que tu parlais d'une liste tout à l'heure d'outils que potentiellement tu transmettras, peut-être pas aujourd'hui, mais qu'on pourra peut-être vous envoyer là-dessus. Alors oui, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne beaucoup parce que pareil, il y a plein de gens qui viennent me voir parce qu'à la base, quand j'étais développeur freelance, du coup, ils venaient me voir pour faire développer ces choses-là. Aujourd'hui, vu que je fais moins de dev, du coup, ces gens-là continuent de venir me voir, potentiellement, souvent mes anciens clients ou des recommandations, me dire, oh, j'aimerais bien faire le Uber du quelque chose ou le Slack de quelque chose et c'est génial, c'est trop bien, il faut des nouvelles idées, il faut qu'elles soient testées. Et en fait, à l'époque, on pouvait pas faire ça, mais maintenant, comme je disais tout à l'heure, il y a plein d'outils no-code qui existent. Des outils qui permettent de faire des landing pages en 30 minutes, des outils qui permettent de faire des chatbots, des e-commerce, etc.
Et en fait, malheureusement, les gens qui ne sont pas dans la vibe startup, no-code et compagnie, connaissent pas forcément ces outils. Et du coup, il n'y a pas très longtemps, j'ai lancé Think No Code, qui est en fait une communauté de gens qui veulent créer des side business et créer des outils, enfin créer des produits, et les aider à les faire 100% sans coder, en fait, sans écrire 0 ligne de code. Et en fait, je présente chaque semaine dans une newsletter, là pour le coup, des outils. Que typiquement, ça peut être, par exemple, l'outil de cette fois-ci, c'était Bubble, qui est un gros outil qui permet de faire du visual programming, qui permet de déplacer des boutons et faire une app. Il y a des outils qui existent qui permettent de créer des apps juste en partant d'un Excel. Et en fait, il y a peu de gens qui les connaissent, mais malheureusement, ça répond à 80% des besoins. Donc ça s'appelle Think No Code. Je vous donnerai le lien derrière. Et c'est vrai que je suis en train de préparer un grand set d'outils bien catégorisés que j'ai pas encore fini. J'aurais bien aimé l'avoir fini pour aujourd'hui, mais c'est pas le cas. Mais je vous enverrai le lien pour vous inscrire et je vous l'enverrai dans la semaine. Super. Effectivement, je pense que ça peut être utile, surtout en cette période. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à comment développer des activités pour je sais pas, des gens qui étaient chez eux. Et on a vu énormément de boîtes décoller parce que c'est une période un peu difficile. En tout cas particulière, qui peut amener de nouvelles opportunités. Et c'est vrai qu'il y a aussi le côté, alors on n'en a pas trop parlé, mais ça fera peut-être l'objet d'un prochain sujet, sur le côté comment est-ce qu'on adapte son offre. Alors pour les formations qui étaient présentielles, c'est vrai qu'on a vu énormément de gens qui ont commencé à lancer leurs formations en ligne. Bon, oui, c'était déjà en ligne principalement, mais c'est intéressant aussi de réfléchir à comment est-ce que chaque période peut impacter et comment... Parce que c'est vrai qu'il y a plein d'outils. Alors, tu me dis, je ne sais pas si les outils no-code, c'est viable sur le long terme. C'est peut-être bien quand tu veux tester une idée. Je ne sais pas si tu peux garder ça ad vitam aeternam, mais ça peut être l'occasion de tester une landing page, une offre, un module, quelque chose, et rapidement adapter une offre peut-être que vous aviez déjà. Voilà. Shubham a partagé dans le chat si vous voulez, si vous voulez voir ça. Alors, il est déjà 56, donc on ne va pas tarder à fermer le webinaire. Alors, on nous demande beaucoup en dehors du contenu, est-ce que vous avez expérimenté d'autres activités parallèles en complément de prestations chez les clients? Oui, c'est ce dont on parlait justement sur développer des outils ou des side business. Alors, effectivement, on a parlé de formations qui sont effectivement du contenu, mais dans un produit. On n'a qu'à définir ça comme ça désormais. Mais effectivement, en fait, ça dépend vraiment de votre activité. Donc, si vous voulez développer, justement, identifier un pain point et développer vous-même ou via des outils no-code une offre ou un e-commerce ou quelque chose, c'est totalement possible. Si vous êtes designer et que vous voulez créer, je ne sais pas, un thème WordPress, c'est faisable aussi. Donc, ça dépend vraiment aussi de vos envies et de vos compétences. C'est un peu délicat, effectivement, d'évoquer tout ce qui existe. Après, c'est vrai que le contenu, tout le monde ne peut pas en faire, mais c'est vrai que ça reste une manière de premier contact pour ensuite vendre de la formation ou vendre des outils. Ça n'a pas besoin d'être une grande chaîne ou un blog ou une newsletter ultra fréquente, mais ça peut être... c'est souvent un peu le premier contact, donc c'est pas nécessairement indispensable, mais ça peut être une bonne idée de s'y mettre, de s'entraîner, même si au départ, ça peut peut-être faire un petit peu peur, je le comprends. Mais oui, il n'y a pas besoin de faire absolument du contenu pour faire des revenus complémentaires. C'est pas du tout ce qu'on a voulu dire pendant le webinaire. Du coup, le webinaire se termine. Je ne sais pas si vous voulez faire un petit mot de la fin, présenter un peu ce que vous faites. Lise, je sais que tu fais aussi comme du coup tu fais de la formation, peut-être que ça peut intéresser des gens qui sont dans le webinaire pour avoir plus de conseils de ta part. Oui, alors. Ah, tu l'as coupé. C'est bon, vous m'entendez? Ok, super. En fait, moi, j'ai monté la Minute Freelance, donc qui est un organisme de formation qui permet aux indépendants de se lancer et de trouver leur premier client en freelance. Et je propose 2 formations si vous avez envie d'aller plus loin. La première, c'est une formation de 12 semaines qui permet vraiment de poser les bases, créer son offre, définir ses prix, identifier sa cible et partir à la recherche de ses premiers clients en prospectant ou en créant du contenu.
Donc, c'est une formation un petit peu complète, on va dire, le MBA des freelances en lancement. Et deuxième formation qui est plus courte, qui permet justement de se créer une formation qui est, je vous enverrai le lien. La page n'est pas encore publiée, donc c'est en avant-première, mais je fais aussi une formation pour vous apprendre justement à faire votre propre programme de formation à côté d'une activité freelance. Donc, c'est pas fait pour les personnes qui veulent devenir formateurs à temps complet, c'est plutôt fait pour développer cette activité de formation à côté d'autres choses et en tirer des revenus complémentaires tous les mois. Voilà. Et donc, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien pour me contacter. Je suis très active sur Instagram. Vous pouvez me joindre aussi via le site. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que tous mes programmes sont éligibles au CPF. Donc, on peut payer avec ses crédits formation. Et ça, c'est plutôt cool. Super. Shubham, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, si on a plus de questions? Moi, de mon côté, sur la newsletter que j'ai donnée tout à l'heure, sur laquelle j'envoie à chaque fois des ressources, n'hésitez pas à me marquer en réponse de celle-là. Les autres choses sur lesquelles on va dire que je poste principalement aujourd'hui, c'est le SaaS qui s'appelle Blasphemo, qui permet donc le truc LinkedIn dont je vous avais parlé juste avant. Il y a ma chaîne YouTube principale qui parle qui s'appelle Digital Wing que je viens de poster, qui parle de vulgarisation informatique. Et il y a ma chaîne YouTube secondaire qui parle cette fois-ci un peu plus de dev, que je fais pas tout seul, que je fais avec quelqu'un qui s'appelle Brian, qui parle de JavaScript, mais pas JavaScript pour débutants, mais on va regarder des concepts un peu plus avancés dans JavaScript. Et l'idée, c'est de devenir un bon développeur JavaScript. Voilà les 3 trucs. Génial. Du coup, n'hésitez pas à poster les différents liens, sinon on pourra aussi dans les mails de replay, etc. Alors, normalement, le mail de replay, vous devriez le recevoir juste à la fin, dès que j'appuie sur terminer le webinaire. Donc, si vous avez des nouvelles choses si vous voulez revoir un petit peu le live, vous le recevrez tous. Voilà, Lise vient de poster ces liens pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à répondre aux emails que vous avez reçus de la part de Livestorm pour vous faire pour nous faire vos retours. Pardon, je suis un petit peu fatiguée sur le contenu. C'est vrai qu'on démarre un petit peu chez Shine en webinaire, mais on a l'impression que ça prend de webinaire en webinaire, donc c'est chouette. S'il y a des sujets sur lesquels vous voulez j'ai vu que quelqu'un avait suggéré le CPF pour les indépendants. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui peut être ultra intéressant. Donc, je me le note pour notre copine Estelle qui gère le contenu. Ça peut être effectivement super un bon sujet. Et puis voilà, on vous remercie tous d'être venus aussi nombreux pour le webinaire le plus réussi depuis le début de ce confinement. Je vous dis tous merci beaucoup d'avoir été présents, d'avoir autant participé. Il y a sûrement des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. On est désolé, mais en tout cas, n'hésitez pas à contacter Lise ou Shubham si vous avez des questions un peu plus précises pour eux. Et si vous n'êtes pas encore, vous n'hésitez pas à rejoindre le groupe Shine Community sur Facebook. Ça vous donne accès à une grande communauté, donc à nous parler à nous, l'équipe de Shine, mais aussi avec plein d'autres entrepreneurs et freelances qui sont ravis de vous entraider, de s'entraider. Merci à tous et puis très bonne journée. Salut. Salut, merci, à bientôt. Merci. Ciao.